Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition consacrée à la rétrospective de la semaine. Cela dit, l'USN a commémoré le 9 février 2021 le 31e anniversaire des événements tragiques ayant entraîné la mort de 3 des leurs le 9 février 1990. Le thème retenu pour cette année est l'USN dans un contexte sociopolitique et sécuritaire, enjeux, défis et perspectives. Le point avec Ramatou Marou Abdelraouf Dayab. Cette cérémonie marque le 31e anniversaire de la commémoration des événements tragiques du 9 février 1990 et exceptionnelle pour les scolaires nigériens en ce qu'il coïncide avec un contexte national très mouvementé, eu égard à l'insécurité grandissante qui frappe nuit et jour leurs paisibles concitoyens. Ce 31e anniversaire coïncide également avec la pandémie à la Covid-19 dans le monde et dans notre pays, ainsi que le contexte sociopolitique lié aux élections générales. Si l'on doit aujourd'hui se réjouir de l'institution du multipartisme, force est de reconnaître que les revendications des scolaires des années 1990 sont encore d'actualité. L'état de promiscuité sociale dans lequel végète le contribuable nigérien ne fait que s'aggraver et les acteurs du massacre du 9 février ne sont aucunement inquiétés. Pire, certains présumés coupables, juste même d'une considération auprès de nos dirigeants qui se sont succédés de la conférence nationale à nos jours. Chers camarades, la commémoration du 31e anniversaire des événements tragiques du 9 février intervient dans un contexte tant au plan national et international qu'à notre sein. Au plan national, la situation est marquée par la propagation à la vitesse de l'éclair du virus de la pandémie de la Covid-19 avec son cortège de conséquences humaines, matérielles, économiques et même culturelles. L'Union des étudiants nigériens de l'Université de Niamey rend hommage à tous les martyrs, singulièrement leurs camarades tombés le 9 février 1990. Chers camarades, nous souhaitons à tous les scolaires une bonne commémoration accompagnée de prières pour le repos des âmes de nos martyrs, d'Amadou Boubacar en passant par Ali Onanti, Issa Kakaini, Maman Sagir, jusqu'à Laminou Mekanti et Mala Bagale. Priez où que vous soyez, car ce sera la seule façon d'apaiser leurs âmes. Gardez-vous de festoyer, de danser et d'être joyeux en cette date pour que le procès soit réceptif à notre revendication primordiale commune, celle de la justice à nos martyrs. Justice qui paraît être un leurre et un mythe dont seule l'unité en notre sein pourra ébranler et concrétiser. Tous armés de courage et nos cœurs pleins de rage, nous livrerons bataille pour vaincre la pagaille. Vive l'USN, vive l'UNUN, la lutte contre... Notons que le comité directeur de l'USN lance un appel à l'union et à la solidarité de tous ses militants pour mieux s'engager dans la lutte pour la défense de leurs droits et mieux faciliter la résolution de leurs légitimes revendications. À l'occasion toujours de cette commémoration, nos reporters ont recueilli la réaction des scolaires nigériens qui continuent à réclamer justice pour tous les martyrs de l'USN qui se sont sacrifiés pour l'avènement de la démocratie multipartite au Niger. Suivez. Aujourd'hui, le 9 février 1990, aujourd'hui 9 février 2021, cela fait 31 ans que nos camarades ont été lâchement assassinés sur le pont de Kennedy
par le régime de Ali Chebou que vous connaissez. Donc, mais très malheureusement, ce que nous détestons et ce qui ne nous a pas plu aujourd'hui, pensant qu'aujourd'hui nous avons un ministre de la justice dont à l'époque criait, chantait. Aujourd'hui, et nous pensons qu'une fois à la tête de ce ministère, il va faire en sorte que justice soit faite. Mais hélas, jusque-là, nous sommes comme en arrière, rien n'a été fait. En tout cas, pour tous les scolaires, cette date est une date commémorative, puisque vraiment nous sommes là pour chercher justice à nos martyrs depuis 90. Maintenant, ça fait 31 ans. En ce temps-là, je me rappelle, j'étais en classe de CE1. Et jusqu'à présent, nous cherchons justice, que justice soit faite. Aujourd'hui, en tant que secrétaire général de mon établissement, je dois mobiliser ma grande base pour sortir, devenir aujourd'hui à Rond-Point pour demander et réclamer la justice de ces dignes fils qui ont perdu l'âme pour l'histoire. Donc, quant à moi, nous lançons un appel à ces hommes politiques qui sont bien placés à l'époque, qui étaient sur les assemblées générales pour réclamer la justice de ces dignes fils. Aujourd'hui, ils sont bien placés à créer les conditions, à amener des méthodes, des mécanismes pour que la justice soit faite. Mais aujourd'hui, ils sont bien placés à le faire, ils ne le font pas. Et nous lançons un vibrant appel vraiment à la justice. Nous lançons un vrai appel aux autorités compétentes de pouvoir créer les conditions pour que justice soit faite à ces camarades-là. Parce que je pense bien que ces camarades ont fait couler leur sang pour pouvoir alimenter la plante de l'ISN. Et aujourd'hui, c'est cela que nous avons appris, c'est cela que nous avons eu comme histoire. Et nous tenons à pouvoir informer l'opinion nationale et internationale que nous sommes toujours déterminés à pouvoir toujours réclamer justice à nos voisins camarades qui se sont donné corps et âme pour la défense des intérêts nobles de la grande base. Les différents gouvernements qui se sont succédés, ils font sourde oreille à cette revendication. Et nous aussi, en tant que des scolaires, nous nous sommes engagés, nous avons cette détermination de demander justice jusqu'à ce que cette justice soit rendue à nos camarades. Le PNDS Taraya poursuit toujours sa campagne électorale du second tour des présidentielles. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme était à Agadez où un géant meeting a été organisé. Le point avec nos envoyés spéciaux Alouma Massani et Ibrahim Kantama. La démonstration de force traduit sans nul doute l'implantation de ces partis politiques dans la région d'Agadez. Hommes, femmes et enfants, tous présents pour accueillir la délégation des leaders politiques soutenant la candidature du président Bazoum Mohamed du PNDS Taraya, le parti Zalé pour Bazoum 2021 et le Bonne Volonté. Une occasion d'exprimer leurs sentiments de satisfaction et de soutien indéfectible aux idéaux du Parti Rose. Prenant la parole, les leaders présents à ces GM meetings ont respectivement remercié leurs militants et sympathisants. Le président du MNCD Nassara Senou Oumarou est d'une part revenu sur les raisons du choix du programme de gouvernance du président et candidat du Parti Rose, Alej Bazoum Mohamed. Les raisons pour lesquelles nous, 13 candidats aux élections présidentielles premier tour, avions décidé de soutenir la candidature de Bazoum au deuxième tour. Nous avons parlé d'abord des institutions, une certaine stabilité des institutions. Vous ne pouvez pas construire un pays si les institutions ne sont pas stables. Vous ne pouvez pas, quelles que soient vos compétences, vous ne pouvez pas. Et c'est l'une des raisons. La deuxième raison, il s'agit de quelque chose qui est très cher à nos différents partis signataires et qui doit être aussi très cher à l'ensemble des Nigériens et des Nigériens. Il s'agit de l'unité nationale. Pour sa part, le président candidat Alej Bazoum Mohamed se réjouit de la forte mobilisation de tous les militants et sympathisants en cette circonstance. Avant de détailler les grands axes de son projet,
de son projet de société et son ambition pour un Niger encore renaissant. Basé sur l'agriculture, la création d'emplois et le désenclavement des zones rurales à travers des infrastructures routières modernes. hanya mai zuwa na diridi muna da kudi da za mu yi hanya diridi tare da bisa da kanu za mu yi dabe hanyoyi wanda za su ba ma mutane da suka yi gonakai na maraishaj su kawo wurin da za a saya. Ces grands rassemblements à l'arène d'élite traditionnelle de la région d'Agadez, suivis des réunions des cadres, des partis alliés et du PNDS Tareya, est une occasion pour ces leaders politiques accompagnant le président et candidat du Parti Rose de revoir les challenges de ce scrutin du 21 février afin de réserver une victoire éclatante au candidat du Parti Rose, Alej Bazoum Mohamed. Avec Bazoum Mohamed, se consolider et avancer pour un Niger encore émergent. Le PNDS Tareya a également organisé un géant meeting de la région de Maradi. C'était en présence des milliers de militants et sympathisants et alliés du Parti Rose. Nos envoyés spéciaux, Alou Massani et Ibrahim Kantama. Accueilli en grande pompe par les militants et sympathisants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya et l'ensemble des partis politiques alliés et soutenant d'une part la candidature du président et candidat du Parti Rose, Alej Bazoum Mohamed, accompagné des plus hauts responsables et leaders des partis politiques du Niger. Dans un stade régional plein à craquer, ces derniers ont répondu présents afin d'exprimer leur sentiment de joie et de satisfaction aux idéaux du Parti Rose. Le PNDS Tareya. Prenant la parole tour à tour, les leaders politiques de la région des Maradi ont profité de l'occasion pour rappeler à leurs militants présents pour la circonstance les raisons du choix du programme de la Renaissance Acte 3. mun samu sakamako Allah ya ba mu albarka wannan gudunmuwa da muka kawo mu duka amma bata isa ba mun hidi cikin zagayewa da muka yi cikin jihar Maradi gaba daya shekaran jiya a nan meri mun gare hidi Maradi tubarkalla muna da jama'a muna da mutane wanda ya kamata a ce sun hito da bibi sun je sun yi zabe. Ranar Lahadi 21 ga watan Fabrairu kun hito ku ta ku yi zabe, kun hito matanku, kun hito diyanku duka gabaki daya, kure shagunanku, kun aje kabu-kabunku, kun aje da adareta. Dans un langage franc et sincère, le président et candidat du Parti Rose, Alej Bazoum Mohamed, d'autre part, a détaillé les grandes lignes du programme de gouvernance et son ambition pour le Niger, pour un Niger émergent. Un programme qui prend en charge toutes les préoccupations et les challenges du moment. Nazo da programme ina na girka komite na ƙwararru wanda suka gure cikin kowane fannin rayuwar ƙasa. Na ce musu shekaru 5 da suke gabanmu wani aiki ne ya kamata mu ma talakawa. Suka yi tsari, suka yi lissafi, suka ce muna tsammanin cewa kudin da za mu tara shekara 5 da suke gabanmu za su zarce miliyar 13,000. Wannan kudaden an kasa su kashi-kashi, akwai wanda za a sa cikin tsaro, akwai wanda za a sa cikin ilimi, akwai wanda za a sa cikin aikin noma da kiwo, akwai wanda za a sa cikin hanya da lantarki da ruwan sha da kiwon lahiya da duk abin da ya shahi
rayuwar jama'a. Ina so in ce muku mutanen Maraɗi 'yan uwana, musamman ku na iyaka kasan Madarin fa da gidan Rumshi, da wannan matsalar ta dame ku, za mu ƙarfafa matakai kuma hospital de reference na Maraɗi, hospital ne na zamani da kayan aiki wanda babu kamar su, wanda babu hiye da su a duniya. To wannan hospital insha Allah na ɗauki niyya kuma ba za ni ɓata lokaci ba in na zama shugaban ƙasa, mu yi ta yanda zai kasance mutanen Najeriya nan za su zo su sha magani. Cette démonstration de force, d'ores et déjà, les forces politiques du PNDS Taria et les partis alliés de la région des Maradi, afin de réserver une victoire sans merci au président et candidat du Parti Rose, Alej Bazoum Mohamed. Enfin, à travers cette élection présidentielle, deuxième tour, le Niger va expérimenter pour la première fois sa première transition démocratique de l'histoire politique du Niger. La salle 4 du Palais des Congrès de Niamey a servi de cadre au cours de cette semaine à une rencontre d'échange et d'information entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et les organisations de la société civile et les responsables des organes de médias sur le bilan préliminaire des scrutins des 13 et 27 décembre dernier et l'état d'avancement des préparatifs du deuxième tour des présidentielles. Aïssa Adamou sur les images de Abdel Nasser Abdou. Cette rencontre d'information et d'échange organisée par la CENI vise à partager avec les organisations de la société civile et les responsables des médias les résultats obtenus et le déroulement des élections locales, législatives couplées à la présidentielle du premier tour et les préparatifs du deuxième tour de la présidentielle. Au cours de cette rencontre, le président de la CENI a présenté le bilan des résultats obtenus tout en exposant les insuffisances et les difficultés relevées. Nous avons rencontré effectivement les responsables des médias ainsi que la société civile. L'objectif, c'est de leur rappeler que ce sont des partenaires privilégiés dans le processus électoral, de leur rendre compte des activités que nous avons exercées, leur dire où nous sommes aussi et comment nous préparons le second tour de l'élection présidentielle. Il s'agit de partenariat. Le partenariat, c'est la communication, c'est l'échange, c'est l'interaction. Et cette réunion était tellement bien faite et bien pensée que nous avons eu droit à des interventions très pertinentes, à des leçons tirées et des savoir-faire qui ont été partagés, qui nous permettent de tenir compte de la valeur ajoutée des observations, des suggestions et des critiques des différents partenaires. Nous avons apprécié beaucoup, mais beaucoup, l'intervention de l'ensemble des membres de cette réunion, tant sur le déroulement du scrutin que sur les mesures à prendre pour rendre le scrutin encore plus transparent, plus lucide et plus apaisé. Nous voudrons dire merci à la presse, merci à la société civile qui sont des partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous voulons réitérer notre volonté de continuer de travailler avec ces partenaires et de tirer tout l'avantage que nous apportent ces discussions dans l'intérêt bien compris des élections au Niger. Les participants, notamment les organisations de la société civile et les responsables des médias, à leur tour, ont tous d'abord salué les efforts de la CENI avant de soumettre leur opinion pour mieux préparer la suite du processus électoral au Niger. Nous avons assisté à cette rencontre initiée par la CENI et nous avons trouvé que c'est une très bonne chose que la CENI, à ce stade où on est, qu'elle puisse aussi nous rencontrer pour parler aux acteurs de la société civile et aux médias du bilan à mi-parcours de la situation concernant l'organisation des doubles scrutins, qu'on a eu les scrutins pour les locales
et aussi les scrutins pour coupler pour les présidentielles et les législatives. Et étant entendu que là, on est arrivé en phase de mise en œuvre de tout ce qui a été dit ou fait auparavant. Et donc, c'est la première phase, c'est le premier test. Il y a eu beaucoup de choses que nous avons été amenés à relever dans le cadre de l'observation que nous avons faite aussi des élections locales comme des élections présidentielles et législatives. Donc, ils ont fait le compte rendu, ils ont indiqué eux aussi à leur niveau les différents manquements qu'ils ont relevés et puis les points sur lesquels ils envisagent eux-mêmes donc d'agir pour essayer de voir comment améliorer pour que le futur scrutin, notamment le comptant pour le deuxième tour, puisse se faire avec une meilleure amélioration. Parce que la CENI, elle est permanente, elle est censée être là et maintenant elle est censée travailler à améliorer partout où il y a eu des points faibles. Il faut travailler à les améliorer pour qu'on ait des meilleures élections à l'avenir. C'est une initiative très louable, d'autant plus qu'elle fait le point de ce qui a été fait et est en train de faire le point de ce qui sera fait. Ils ont tiré le bilan de réalisations faites et ils vont faire les projections pour l'avenir. L'un dans l'autre, on peut dire que c'est un bilan très positif à encourager, surtout quand on sait que les échanges donneront toujours un résultat positif, ça permet de communiquer. D'où l'essence même de nous autres médias. Quand on communique, on a toujours la solution à un problème qui est là et qui peut avoir des solutions dans le futur. Dans le futur à venir, c'est les élections, le deuxième tour. Ces deuxièmes tours seront certainement améliorés par rapport aux autres échéances. À cette présentation, qui a été une présentation très positive parce que les gens ont compris et la CENI, et d'après ses appréciations, vu les constats et les insuffisances données par la société civile et vous les hommes de médias, et ils nous ont expliqué, donc à savoir maintenant pour ceux qui ne connaissent pas leur site web, et d'aller vers le site web pour avoir toutes les informations nécessaires, et mieux encore aujourd'hui, et ceux qui ont des recommandations à donner doivent aller aussi vers la CENI pour faire des propositions. Il faut noter que cette rencontre d'échange et d'information entre la CENI, la société civile et les médias a été riche en débats. Ainsi, le président de la CENI n'a pas manqué de rappeler que la CENI a besoin de l'appui des partenaires pour poursuivre ses efforts en vue de consolider les acquis et corriger les insuffisances. La suite de cette rétroactualité, le directeur général de l'urbanisme et de la promotion du logement a animé au cours de cette semaine un point de presse au ministère du Domaine et de l'Urbanisme relatif au projet d'acquisition et d'aménagement de 15 000 parcelles à Bangla. Plus de détails avec Zainab Gagra, Abdul Nasser Abdou. C'est après la visite du ministre des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement pour le projet d'acquisition et d'aménagement de 15 000 parcelles à Bangoula, mise en place pour y remédier aux problèmes des travailleurs dans leur recherche des parcelles. À cet effet, ce projet se concrétise davantage à travers la disponibilité des fiches donnant accès à ces parcelles. Le point d'aujourd'hui est relatif au processus de collecte des demandes et d'attribution des parcelles dans le cadre du dit projet. Ainsi, le comité de collecte de demandes et d'attribution des parcelles a pour mission l'organisation d'une campagne de souscription de demandeurs et l'attribution des parcelles. À ce titre, il est chargé de l'élaboration et de l'adoption d'une fiche de souscription, la détermination des lieux de distribution des fiches de réception des dossiers de souscription, ce qui est déjà fait, donner toutes les informations relatives au processus de souscription des demandeurs, comme ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de ce point de presse. La détermination des dispositions pour la mise en place d'une cellule de réception et d'enregistrement des dossiers de demande. La détermination des dispositions pour la mise en place d'une cellule informatique de saisie des fiches de demande et de programmation du traitement des dossiers de souscription. La supervision de la saisie des fiches et de l'élaboration d'une base de données de souscription. La détermination des critères d'attribution des parcelles et la sélection, enfin, des attributaires des parcelles. Le directeur général est revenu encore pour s'appesantir sur le contenu
de la fiche de demande des parcelles. On retient que donc après adoption de la fiche de demande de parcelles par le comité de pilotage, un premier lot de 20 000 fiches a été commandé et livré. La distribution de ces fiches commencera le lundi 15 février prochain. Les fiches seront disponibles auprès des DRH des ministères et de toutes les institutions de la place de Niamey, ainsi qu'aux différents sièges des centrales syndicales représentatives à compter du lundi 15 février 2021. Les fiches seront également disponibles à la même date dans les gouvernorats des autres régions. La réception des dossiers de souscription débutera le lundi 22 février 2021 et durera 3 semaines pour prendre ainsi fin le lundi 15 mars 2021. Le ministère des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement s'engage à mettre à disposition, tant que de besoin, les fiches qui sont gratuites. Notons que cette promesse des parcelles tenue par les autorités de la 7e République pour les travailleurs du secteur public, parapublic et privé sont gratuites, ainsi que les fiches de demande de parcelles. C'est après l'expiration d'un préavis de grève que le syndicat national des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, le SAFAMED, a passé à la vitesse supérieure pour entamer une grève de 5 jours. Quel est le motif de cette grève? Précision avec le secrétaire général. Parce qu'il faut éclairer l'opinion nationale et internationale par rapport au motif qui a fait qu'effectivement on a déposé ce préavis de grève pour 5 jours à compter de lundi 15 février 2021. Si vous vous rappelez, en janvier, nous avons déjà fait le 13 et le 14 une grève de 48 heures pour exiger à ce que le gouvernement mette en solde les 300 médecins qui ont été recrutés dans le cadre de la gestion de Covid-19. Bientôt 8 mois, en tout cas ces camarades-là ont été recrutés à la demande, si vous voulez, du président de la République. Ils ont été affectés, si vous voulez, depuis le mois de juillet. Ils sont à leur lieu de travail, ils travaillent pendant pratiquement 8 mois aujourd'hui et ils n'ont rien. Depuis le mois de novembre, effectivement, le niveau matricule était sorti. On a pensé qu'en décembre, ces camarades-là devraient être mis en solde. En tout cas, on a demandé cela auprès du ministère de la Santé et du ministère des Finances. Ça n'a pas été le cas, ce qui nous a poussé, je l'ai rappelé, donc à aller en grève, notamment en janvier. Et on a déposé un deuxième préavis de grève, si ma mémoire est bonne, vers le 20 janvier 2021. Donc le gouvernement nous a appelés pour nous faire savoir, bon voilà, il prend l'engagement qu'en février, la mise en solde sera effective. Ils nous ont demandé, en tout cas, de regarder bien les choses. On a effectivement accepté de retirer à l'époque le préavis de grève, donc pour leur permettre justement de gérer en tout cas cette question-là à bon escient. On leur a donné jusqu'à la date du 8, parce que si on a réellement l'intention en tout cas de mettre en solde des fonctions de l'État, normalement l'ordre devrait venir en principe au moins à la deuxième semaine du mois en tout cas en question. Et surtout que le mois de février, vous savez, c'est un mois un peu particulier qui n'a que 28 jours. Donc si aujourd'hui nous sommes pratiquement les 11 et les informations qu'on a, en tout cas de ce matin, en tout cas l'ordre n'a pas encore été donné pour que effectivement ces camarades-là soient mis en solde, soient mis de leurs droits. Donc c'est pour ça effectivement nous maintenons en tout cas ce mode de grève de 5 jours à compter du 15 février 2021. Et on espère justement que ça va faire, si vous voulez, fléchir le gouvernement, en tout cas dans sa logique de refuser, en tout cas aux gens leur dû. Parce qu'il faut rappeler que ces camarades-là ont répondu effectivement à l'appel du président de la République, c'est lui d'être recruté et aller travailler dans le cadre de la gestion de Covid. En tout cas, il y en a qui travaillaient déjà, mais parce qu'ils aiment ce pays, effectivement, ont accepté, si vous voulez répondre justement à cette demande du président de la République. En tout cas, c'est ce qui fait chose faite, si vous voulez. Mais voilà, aujourd'hui, malgré toutes les démarches, malgré tout le mouvement qu'on a fait, en tout cas, le ministère des Finances aurait sourde par rapport justement à notre revendication. La porte est toujours ouverte, parce qu'on l'a rappelé même dans le préavis.
En tout cas, nous, on est toujours ouverts aux négociations. Mais par rapport à ce point, en fait, c'est pas grand-chose. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose réellement à négocier, parce que c'est la mise en solde. C'est eux-mêmes qui ont pris l'engagement de le faire pendant ce mois-ci. Et je crois qu'ils ne nous ont pas appelés, probablement parce qu'ils n'ont rien à nous dire, parce qu'ils le savent. Parce que le ministre lui-même en personne, il a dit, si on ne met pas ces camarades-là en solde au mois de février, tout ce que vous faites, honnêtement, vous avez raison. Et ça, je cite le ministre en personne. Donc, je crois que, comme on le dit, nous, on a joué notre part, si vous voulez, de responsabilité. On a retiré, en tout cas, à l'époque, le préavis de grève de 72 heures pour leur permettre justement, comme ils l'ont promis, comme ils se sont engagés, donc de régler effectivement ce problème-là dès ce mois de février. Mais pour l'heure, on attend encore. Il est évident que le temps, c'est encore possible. C'est encore possible. Donc c'est pour ça justement, on lance un appel à l'ensemble de camarades, en tout cas de rester mobilisés, en tout cas pour vraiment massivement, si vous voulez répondre effectivement à ça. Niamey, notre capitale, connaît de nos jours un problème de gestion des déchets. Malgré les efforts consentis, ces déchets continuent à polluer l'atmosphère et même l'eau du fleuve. Que faire face à ce fait? Élément de réponse avec Ralia Sami. Installée sur les abords du fleuve Niger qui la traverse sur une grande partie, la ville de Niamey, comme les autres grandes villes de la sous-région, fait face à un problème d'évacuation et de gestion des déchets. Des décharges à ciel ouvert, des déchets plastiques et autres ordures ménagères polluent du coup les airs, les sols et même les eaux, comme c'est le cas à Niamey où certains déchets sont directement déversés dans le fleuve ou au bord de ce dernier, ce qui engendre des conséquences néfastes pour l'environnement et aussi pour la santé humaine. Et ce que les gens doivent comprendre, tout déchet qui est déversé dans le fleuve Niger, si c'est déversé en amont de la station de traitement des eaux de Niamey, c'est que nous sommes foutus. Tout simplement. Les dispositifs de la société de traitement des eaux du Niger, la SEN, n'a la capacité que de traiter l'eau brute du fleuve Niger. S'il y a un élément étranger qui est déversé dans le fleuve Niger, c'est qui veut dire que la capacité de la SEN ne peut pas traiter cette eau avec ces déchets. Nous allons la consommer telle qu'elle. Tout simplement, nous sommes en danger. Nous sommes en danger par rapport à beaucoup de situations. Au-delà même de ces déchets ménagers que les gens déversent dans le fleuve Niger, il faut voir les sociétés de brasserie, il faut voir l'hôpital national de Niamey, il faut voir le quartier Karijo qui est déjà un nouveau quartier qui est en amont de la station de traitement des eaux de Niamey, et il faut voir les somptueuses villas qui sont construites en amont de la station de traitement des eaux de Niamey. Évidemment, ces villas déversent des déchets toxiques, chimiques dans le fleuve Niger, et ça coule vers la station de traitement des eaux de Niamey et nous avons consommé ces déchets-là. C'est pour ça que nous tombons malades. Tout simplement parce que le dispositif, je le répète, actuel, qui est mis en place pour traiter l'eau du fleuve Niger, parce que Niamey est ravitaillé par le fleuve Niger, alors le dispositif reconnaît tout simplement les éléments constitutifs qui se retrouvent dans l'eau du fleuve Niger. Donc tout élément étranger qui est déversé dans le fleuve Niger, en tout cas à l'heure actuelle, on n'a pas la capacité, je ne sais pas, technique, de détruire cet élément. Du coup, il est lieu ici de sensibiliser les communautés et que l'État prenne ses responsabilités. D'abord, en veillant sur toutes les entreprises qui sont installées sur le fleuve Niger, notamment en amont, même en aval, évidemment, de contrôler, parce qu'il y a une loi qui est là, on ne peut pas déverser un déchet sur le fleuve Niger tant que ce déchet n'a pas été recyclé ou traité. Je ne pense pas que cette situation est aujourd'hui respectée. Si des déchets toxiques et nocifs à l'environnement sont déversés dans le fleuve, la responsabilité incombe à plusieurs personnes et les municipalités sont indexées du doigt. La question qu'il faut se poser évidemment, c'est de savoir est-ce que la mairie a mis en place un dispositif qui va permettre à ces gens de ne pas déverser dans le fleuve Niger. C'est-à-dire, l'assainissement c'est une chaîne. La mairie a la responsabilité morale de mettre les dépotoirs déjà dans les différents quartiers. Les gens déversent les déchets dedans. Et maintenant, quand se plaint, la mairie va prendre ces déchets pour les amener à la décharge finale. Si ça n'a pas été fait, où est-ce que les gens vont déverser les déchets? Il n'y en a pas un endroit. Donc, tant qu'il n'y a pas une solution alternative, on ne peut pas demander aux gens de respecter les règles de l'art. Mais je vous dis, à l'heure actuelle, nous tous, si on ne change pas nos comportements, nous sommes en danger
en danger, un véritable danger qui va nous guetter et qui guette notre santé, qui guette notre économie. On devrait être interpellés nous tous. D'abord, notre responsabilité morale. D'abord, en tant que médias, vous avez le devoir, on a le devoir de sensibiliser les communautés, d'être l'attention des communautés et de faire respecter les engagements que l'État avait pris. Les collectivités doivent également jouer un rôle. La société civile, bref, tout le monde a un rôle et responsabilité à jouer dans cette affaire parce que l'eau, c'est nous tous qui la consommons. Quand on tombe malade, c'est nous tous qui allons tomber malades. Donc du coup, mais le premier responsable par rapport à ce niveau, c'est l'État, c'est les collectivités. Les collectivités, c'est à elles que reviennent la charge ou la gestion des déchets au niveau des villes. Donc elles doivent mettre des mécanismes assez performants pour pouvoir assainir l'environnement et permettre aux habitants de Niamey, en tout cas, de vivre décemment dans un environnement sain. L'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Face donc à ce phénomène, il est dans l'intérêt de tout un chacun de préserver la qualité de cette substance indispensable à toute forme de vie sur Terre pour une vie meilleure. Les autorités sont en premier lieu interpellées quant à leurs promesses pour garantir l'accès à l'eau potable partout et pour tous. Les tarifs officiels du gaz domestique fixés par le ministère du Commerce sont entrés en vigueur depuis le 1er novembre 2020. Cependant, force est de constater que ces prix ne sont pas respectés par certains détaillants et opérateurs de la chaîne. Pourquoi cet état de fait? Élément de réponse avec Maman Nouri, président de l'association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata, dans cet élément. Le prix du gaz domestique effectivement a été fixé. 12 kilos c'est à 3600, les 6 kilos c'est à 1800. Alors il se trouve que l'autorité de régulation du secteur de l'énergie à partir du mois d'octobre a entrepris beaucoup de démarches pour faire respecter ce prix-là, parce que l'autorité est dans son rôle. Dans la réforme, en principe, il y a une étude qui devrait être lancée par l'autorité de régulation pour voir c'est quoi la réalité du secteur du gaz en termes de disponibilité, en termes de distribution, en termes de prix. Donc, cette étude, lorsque nous avons fait la réunion avec le ministère du Commerce, la dernière d'ailleurs, a été annoncée. Mais une autre réalité, c'est que nous sommes dans une situation d'élection générale. Donc, certainement, cette étude aura lieu, mais la décision finale reviendrait aux nouvelles autorités qui seront élues. Personne ne respecte le prix. Initialement, il y a un semblant. Juste après la réunion, il y avait un semblant de respect, notamment par les opérateurs en tout cas, du gaz. Donc, en tout cas, leur prix, c'est ça qui se répercute sur le prix du détail. Mais malheureusement, ce qu'on constate actuellement, le même comportement qu'il y avait avant la réunion du ministère du Commerce, c'est le même comportement qui continue. Ça veut dire qu'il y a un volte-face fait par les opérateurs du gaz. Ça, c'est de un. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas véritablement de sanctions. Il n'y a pas véritablement de sanctions. Ce que nous constatons, personne n'a été constaté. C'est ce que nous constatons nous-mêmes. Mais la réalité, elle est là. La veille prix, que ce soit du commerce, que ce soit de l'ARC, doit être continuée et en principe, les acteurs devraient être sanctionnés. Nous interpellons particulièrement, rien qu'hier, j'ai personnellement interpellé le ministre du Commerce. En tout cas, ceux qui s'occupent de ça. L'autorité du secteur de régulation du secteur de l'énergie, en tout cas, nous sommes en train de s'activer pour faire une lettre. C'est beaucoup plus formel et en même temps voir dans quelle mesure prendre d'autres dispositions. Nous en venons à présent à la revue de presse hebdomadaire
Comme chaque semaine, Ralia Sami a parcouru pour nous les journaux Paris au cours de cette semaine. Très bonne réception et bon début de semaine. Processus électoral, la société civile dénonce les antivaleurs et appelle à un sursaut patriotique, a écrit dans ses titres le quotidien La Nation. Le mercredi 10 février 2021, plusieurs organisations de la société civile regroupées au sein d'un collectif dénommé Convergence citoyenne pour la démocratie et la République ont rendu publique une déclaration. Nous apprend dans sa parution La Nation. Celle-ci se veut, selon le journal, un rappel à l'ordre au regard des dérapages enregistrés au cours de ce processus électoral. Le confrère nous rapporte que les signataires de la déclaration du 10 février ont félicité le peuple nigérien pour sa mobilisation sans précédent lors du scrutin présidentiel premier tour du 27 décembre 2020. Ces félicitations sont allées également en direction du président de la République, Issoufou Mahamadou, pour le respect de sa parole donnée et son engagement à organiser des élections libres, inclusives, transparentes et démocratique, permettant ainsi au Niger de tourner la page des instabilités politiques cycliques, et à la Commission électorale nationale indépendante CENI pour son travail titanesque et l'encourage à poursuivre dans le même élan. Aux forces de défense et de sécurité, la Convergence citoyenne pour la démocratie et la République apporte son soutien indéfectible dans leur mission de sécurisation des populations en général et du processus électoral en cours, malgré un contexte sécuritaire sous-régional très difficile. À l'endroit de la prétendue élite intellectuelle, allusion faite aux auteurs de la publication intitulée Appel à un sursaut patriotique, les signataires de la déclaration du 10 février 2021 les invitent à se ressaisir et prendre position sur les véritables préoccupations du peuple en lieu et place d'un combat politique sournois. Aussi, le journal rapporte que la Convergence citoyenne pour la démocratie et la République dénonce-t-elle le discours lâche et irresponsable de certains leaders politiques qui pourtant concourent à l'expression du suffrage en exécution de leur plan initial qui consiste à la préparation de l'opinion pour une contestation des résultats des élections, malgré leur participation à tous les échelons de l'organisation. Afin de préserver durablement la quiétude sociale, la Convergence citoyenne pour la démocratie et la République appelle les Nigériens dans leur ensemble de se départir de tout comportement non républicain et de tourner le dos à tout leader qui prône des contre-valeurs républicaines. Et puis, à la une de la roue de l'histoire, campagne électorale pour le deuxième tour, Mahaman Ousmane et Hama Amadou, les deux losers, s'exclame en gros le journal à sa une. Après le premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020, les deux candidats arrivés au second tour sillonnent le pays dans le cadre de la campagne électorale pour le second tour du 21 février 2021. En attendant les résultats de ces consultations qui vont consacrer l'élection du prochain président, on a le fort sentiment qui indique que deux personnalités politiques sont au crépuscule de leur carrière politique, à savoir M. Hama Amadou et Mahaman Ousmane. Il y a, selon le journal, beaucoup de similitudes dans la trajectoire de leur vie politique, inévitablement descendante et déclinante, qui marque la fin d'un parcours. Personne n'ignore la haine morbide que les deux leaders nourrissent à l'endroit du président Issoufou Mahamadou et du PNDS. Mais de là à parcourir le Niger pour s'attaquer à des personnes et non à leur gestion est une véritable catastrophe pour des septuagénaires, de surcroît hommes d'État à qui le Niger a tout donné pour semer la haine et la rancœur dans les esprits est malsain et condamnable. De toutes les façons, à force de s'entêter, le journal écrit que Mahaman Ousmane et Hama Amadou vont tout droit vers la déchéance politique. Mahaman Ousmane, réduit à cette députée malgré la fusion avec le MRD Hankouri, Hama Amadou, déchu de ses droits civils et politiques et s'accrochant à un titre quasi-monarchique d'autorité morale d'un parti, doivent méditer sur leur sort. Avec ces élections qui, selon toute vraisemblance, vont consacrer la victoire du PNDS et de ses alliés, il y a lieu, selon le confrère, de s'interroger sur le sort politique de ces deux briscards qui jouent le tout pour le tout. Sachant que leurs chances sont quasiment nulles de remporter la bataille, ils se mettent déjà dans une position de loser, c'est-à-dire de mauvais perdants. Quant au nouveau républicain, il rapporte à propos du second tour de la présidence
présidentielle l'ouverture de la campagne de Mahaman Ousmane. Il écrit dans ses titres que Tillabéri reste debout pour le changement. À Tillabéri, le peuple était debout. Les images que l'on a vues n'avaient pas besoin d'être commentées selon le journal. De telles mobilisations à Tillabéri ne sont que rarissimes. Aujourd'hui, c'est un peuple qui a pris conscience des enjeux d'une élection et qui a enfin compris que son avenir dépend aussi de l'engagement qu'il peut avoir dans le processus de ces élections. Hommes, femmes et enfants sortaient selon le confrère pour ovationner les nouveaux héros de la scène politique. C'est libérateur que la Providence leur envoie pour croire au changement, pour croire à un nouveau départ, à une vraie renaissance. Mahaman Ousmane, sans doute exalté par la ferveur et la mobilisation des militantes et militants, avait une voix rayonnante et puissante pour dire et rassurer qu'un autre Niger est possible, une autre région de Tillabéri est possible. Tout le monde a pu constater que sur le problème crucial de l'insécurité, le candidat Bazoum n'avait, selon nos confrères, aucune promesse à faire. Quant au journal Le Courrier, il rapporte à sa une un scandale financier. Plus de 5 milliards de francs CFA détournés au cabinet du Premier ministre. L'audit qui couvre la période du 1er janvier 2020 au 8 mars 2020, puis du 16 novembre 2020 au 11 décembre 2020, a révélé, selon le confrère, un détournement de 5 milliards 654 441 684 francs CFA. Ces détournements s'est effectué à travers des dépenses non comptabilisées à hauteur de 89 105 079 francs CFA, des avances non justifiés qui se chiffrent à 5 milliards 260 775 077 francs CFA, ainsi que des insuffisances de pièces justificatives concernant 304 561 528 francs CFA. Ce scandale, écrit le journal, la primature essaie d'étouffer à tout prix, a autant affleuré que ses services ont du mal à apporter les justifications au montant incriminé. Selon des sources crédibles, le journal nous apprend que ça chauffe, les uns et les autres se rejetant les responsabilités. Dans le flou constaté dans le document d'audit, notamment à propos de l'absence de nombreuses pièces justificatives et de traçabilité des dépenses effectuées, chacun lutte pour sa chapelle. L'audit a révélé jusqu'à l'absence de termes de référence. Pourtant, l'argent a coulé à flot, gonflant dans les comptes bancaires de certains commis. Dans les relevés bancaires, des paiements non comptabilisés ont été identifiés. Ils s'élèvent à 26 256 385 francs CFA en 2017 et à 62 848 694 francs en 2018, soit un montant total de 89 105 079 francs CFA. Quant au journal L'Enquêteur, il nous rapporte dans sa parution une bavure militaire présumée à Tamou. 6 personnes froidement abattues, calcinées dans leur véhicule. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le banditisme armé, le gouvernement a régulièrement proclamé l'état d'urgence dans les zones affectées pour donner aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité les pouvoirs légaux nécessaires pour protéger la population et garantir l'intégrité du territoire nigérien. Mais les populations civiles ne sont pas toujours protégés par les forces de sécurité, nous apprend le journal. Après les exactions extrajudiciaires présumées commises sur des civils dans la région de Tillabéri, révélées par la CNDH en mars 2020, une nouvelle bavure militaire se serait produite le 14 janvier dernier à Tamou, département de Saï, nous apprend toujours le confrère, pour qui ce jour-là, un véhicule de marque Toyota Hilux transportant des orpailleurs qui se rendaient à Niamey s'est perdu dans la brousse. Peu avant 6 heures du matin, le véhicule est stoppé net par des tirs de sommation de forces de sécurité. Priés de sortir du véhicule, les 7 occupants montrent patte blanche, chacun exhibant une pièce d'identité. Peu après, les militaires leur intiment l'ordre de regarder le véhicule. Aussitôt fait, une pluie de tirs nourris s'abat sur la Toyota. Un passager, un certain Lamine, qui se trouvait du côté opposé aux militaires, arrive à s'échapper avec 3 balles dans le corps. Les autres occupants meurent dans le véhicule qui a pris feu. Il faudra attendre vers 10 heures du matin pour que le miraculé Lamine puisse donner l'alerte. Ignorant qu'il y avait eu un survivant, le journal nous apprend que les militaires vont donner une toute autre version des faits aux gendarmes chargés de l'enquête. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.